J'appelle tout de suite à mes côtés Hervé Morin, le président de Région de France, mais aussi le président d'une très belle région. Attention, je vais chronométrer et je vous préviens, vous avez intérêt à respecter le timing, monsieur Morin. Très bien. Je vous ai à l'œil. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, oui, parce qu'il n'y a pas de messieurs les ministres, mes chers collègues présidents de région, tout d'abord, Monsieur le Président du Sénat, pardon, Gérard, cher François Baroin, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Premier ministre, on est très heureux de vous accueillir cette année à Bordeaux parce que nous sommes remplis d'espoir. Nous pensons et nous espérons, comme l'a dit Alain Rousset, que nous aborderons à travers ce congrès des régions de France un tournant et un virage que nous attendons après, en effet, bien souvent des déceptions qui ont été les nôtres depuis 2 ans dans nos relations avec l'État. Monsieur le Premier ministre, au bout du compte, nous ne sommes pas les ennemis de l'État central. François Baron et Dominique Bussereau l'ont dit à leur façon. Nous avons envie de bâtir une relation de confiance. Nous voulons, vous et moi, que la France et les Français réussissent. Et nous pensons, très immodestement, qu'une partie de la transformation et de la réussite de la France passera par la capacité d'initiative des territoires. Et c'est cela que nous voudrions construire avec vous aujourd'hui. Nous avons eu de très nombreuses discussions avec un certain nombre de membres de votre gouvernement. Nous avons eu des discussions avec vous-même, avec le chef de l'État et ses collaborateurs, et nous pensons qu'en effet, la demande de proximité, de pouvoirs locaux capables d'agir, de porter des politiques différentes en fonction de problématiques différentes, nous pensons que ce chemin-là est possible et que nous soyons en mesure, en quelque sorte, de rétablir une relation apaisée, tranquille, confiante avec l'État central. C'est ça que nous souhaitons. Personne n'aspire à ce que la France, au bout du compte, ne réussisse pas, car les pires démons pourraient, à ce moment-là, devenir la triste réalité du pays. Et donc, Monsieur le Premier ministre, on est très heureux de vous accueillir, on est très heureux que vous soyez venu aujourd'hui à Bordeaux. Et permettez-moi aussi de le dire à ma vieille ou jeune copine Jacqueline Gouraud, compte tenu de notre passé commun, que nous aimons la qualité de la relation que nous avons avec elle, sa capacité d'écoute. Voilà, elle est peut-être rugueuse, mais il y a de l'écoute et donc je voulais dire à Jacqueline que nous sommes heureux qu'elle soit la ministre avec laquelle nous discutons tous les jours. Donc merci Jacqueline pour le travail que nous faisons ensemble. Monsieur le Premier ministre, le thème de cette année, c'est « Ma région agit pour moi ». Et je voudrais, même si tous les congressistes le savent, mais peut-être pour les journalistes, vous dire à quel point nous agissons tous les jours, que chaque instant de la vie de nos compatriotes est lié à des actions, bien sûr, des communes, des départements, mais aussi des régions. Je vais prendre quelques exemples. En Normandie, la semaine dernière, j'inaugurais un CFA de maintenance industrielle à Vire, souhaité par un bassin économique extrêmement performant et qui est face à une vraie problématique, qui est celle de trouver les qualifications et les compétences. J'en profite pour dire que ce CFA, bien entendu, a besoin du soutien de la région à la fois pour sa création, mais aussi pour son financement, puisque le prix national ne correspond pas aux effectifs dans une zone rurale. En Guyane, on a su mettre en place un système de formation des demandeurs d'emploi vers les métiers agricoles, permettant à ces demandeurs d'emploi de pouvoir exploiter des terres qui leur sont confiées. En Martinique, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Chrysalide pour permettre à des chômeurs éloignés de l'emploi de pouvoir aller vers l'entrepreneuriat. En Bretagne,
1 400 000 prises sont aujourd'hui en cours d'installation à travers un immense plan de déploiement de la fibre optique, quand, dans le même temps, dans la région Grand Est, on met en place le lycée 4.0, permettant notamment à l'ensemble des jeunes de cette région de pouvoir bénéficier de 115 000 ordinateurs, leur permettant d'accéder à l'enseignement via le numérique. Quand dans le même temps, là aussi, sur la fibre, la Corse décide d'équiper aussi son territoire de la fibre optique en installant 160 000 prises. Je pourrais continuer avec les autres régions, mais les Pays de la Loire ont créé un label permettant aux exploitants agricoles bas carbone de pouvoir démontrer que agriculture et développement durable, ça marche ensemble. La région Centre finance un système de bus permettant aux zones rurales de pouvoir bénéficier du cinéma dans des conditions auxquelles elles ne pourraient pas accéder. Et puis, pour n'oublier personne, on pourrait évoquer l'Occitanie, qui est en train de développer une politique massive en faveur de l'orientation, quand, dans le même temps, dans la région Sud, on a su bâtir un nouveau modèle autour de la COP d'avance en transformant ces politiques à partir d'une problématique qui est celle du réchauffement climatique. Bref, pardon à celles et ceux que je n'ai pas cités, mais simplement pour vous dire que tous les jours, les régions agissent pour nos compatriotes et pas simplement pour des structures. Tous les jours, nous portons une partie de la transformation du pays, chacun avec sa sensibilité politique, chacun avec, bien entendu, son modèle. Et quand Alain Rousset évoque les questions économiques, j'ai encore en mémoire que lorsque j'étais ministre de la Défense et que je venais souvent dans la région Aquitaine visiter des entreprises de la défense ou de l'aéronautique, j'avais la tristesse, puisque nous étions, il était dans l'opposition et j'étais dans la majorité, d'entendre des chefs d'entreprise me dire, honnêtement, il est socialiste, mais c'est un super bon président de région quand il s'agit de soutenir ses PME et ses ETI. Et donc, voilà, on a tous en nous la volonté de porter nos territoires et on sait qu'en portant nos territoires, on portera un peu de la transformation et de la réussite du pays. Parce que derrière tout ça, Monsieur le Premier ministre, il y a un sujet majeur, c'est que nous avons des défis immenses. Je les résume en quelques mots. Le défi démocratique. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en la parole publique. Il suffit, nous évoquions cela tout à l'heure en parlant du drame et de l'accident de Lubrizol. Le vrai sujet, c'est que personne ne croit à ce que nous disons, nous, que nous soyons politiques ou autorités administratives. Et il y a donc cette clé-là de rétablir la confiance entre ces dirigeants et le peuple français. Il y a bien sûr le défi climatique et environnemental, je ne l'évoque pas plus que cela, et il y a bien sûr le défi économique parce que, certes, la France va mieux, certes, des centaines de milliers d'emplois sont non pourvus, mais en même temps, je continue à avoir des taux de chômage de 15, 16, 17% dans des bassins d'emploi où il est bien compliqué de ramener nos compatriotes vers le travail et vers une qualification ou une compétence. Et c'est pour cela que nous demandons le changement de modèle, parce que face à ces trois défis, nous estimons qu'une partie de la réponse appartient à nos territoires. Alors, on ne le fait pas pour nous, ce n'est pas une question de pouvoir, et en même temps, on le fait parce qu'on sait que c'est bon pour les pays qui se sont engagés dans cette histoire. François Baroin l'a évoqué en quelques mots. Je le disais à Jacqueline à l'instant. La France, qui est le pays d'Europe, comme on le sait, avec le niveau de dépenses publiques le plus élevé de l'OCDE, eh bien la France est le pays où la dépense publique issue des territoires est la plus faible. Si on prend les pays de l'Union européenne, la moyenne est à plus de 35%.
Nous sommes à 20%. Alors on pourrait se dire, comme la dépense publique est plus élevée, en vérité, non, c'est une mauvaise plaisanterie. Mais quand on regarde les pays qui marchent, ce sont des pays qui ont une très grande part de leur dépense publique qui est décentralisée. L'Allemagne, c'est 40 à 45%. Le Danemark, c'est 60%. La Suède, c'est 60%. La Belgique, c'est 50%. Et si ces chiffres-là ne suffisent pas pour en faire une équation, prenons au moins en compte les études économiques qui ont été menées, pas par l'AMF, l'ADF ou l'ARF, mais qui ont été menées par des organismes aussi sérieux que l'OCDE, qui démontrent une corrélation scientifique, économique, économétrique entre décentralisation et développement et croissance. Il y a eu 2 études de suite qui ont été menées à 3 ans d'intervalle, les 2 démontrant que les pays les plus performants étaient des pays décentralisés et massivement décentralisés. J'ai encore en souvenir les mots de l'ambassadeur d'Allemagne le 5 juin dernier, où on avait un dîner à Région de France et où Jean-Yves Le Drian évoquait avec moi les sujets qui nous concernaient. Et à un moment, l'ambassadeur d'Allemagne nous regarde tous les deux et nous dit « Mais il n'y a que la France qui n'a pas compris qu'il fallait être décentralisé pour que ça marche. » Eh bien, l'appel de Bordeaux, c'est celui-ci. Construisons ensemble un pays qui marche, qui fonctionne, qui avance, qui progresse, qui innove, qui est capable de porter à travers l'expérimentation la transformation du pays. Alors, ce pari de la confiance que nous voulons, Monsieur le Premier ministre, vraiment, je disais ça la semaine dernière à un des interlocuteurs du président à l'Élysée, à Alexis Keller, pour ne pas dire son nom. Je lui disais, mais je ne comprends pas pourquoi on continue à ne pas arriver à bâtir ensemble un projet que nous voulons. Vous me le dites, nous vous le disons. Oui, il y aura des élections en 2022. Mais avant 2022, il y a 2020 et il y a 2021. Et nous, on voudrait qu'en 2020 et 2021, le pays puisse progresser et que la France puisse réussir. Et donc, ce que nous demandons à travers ce congrès, ce que nous demandons à travers Territoires Unis, c'est de jouer la carte de la confiance entre les territoires et l'État. Oui, je le disais à un de vos ministres qui est présent ce matin, nous ne sommes pas des opérateurs de l'État. François Baroin l'a dit à sa façon. Nous avons notre légitimité politique propre. Nous avons été élus au suffrage universel et notre bulletin de vote, il vaut aussi cher que les autres. Mais nous ne sommes pas les opérateurs de l'État, mais nous avons envie de construire avec l'État. Et voilà les pistes vers lesquelles je voudrais vous proposer que nous allions ensemble. Tout d'abord, s'inspirant de l'Allemagne, alors je sais, nous ne sommes pas un pays fédéral, mais il serait utile qu'il y ait, à raison, disons, d'une fois par trimestre, des comités État-région où nous puissions bâtir et réfléchir ensemble, à partir de nos grandes fonctions planificatrices et de coordination, des éléments de politique commune ou des constructions communes, que nous soyons en mesure aussi, lorsqu'il y a des crises, de pouvoir apporter chacun à notre façon, et d'ailleurs avec les autres territoires, des réponses quand il y a un sujet particulier. Lorsque il y a la question du véhicule électrique et du plan batterie, eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver face à Bruno Le Maire pour évoquer ces sujets-là. Eh bien, il serait utile que nous puissions bâtir un modèle dans lequel État et région, à raison d'une fois par trimestre, autour de vous-même ou parfois autour du chef de l'État, nous puissions, à partir d'un observatoire et d'indicateurs extrêmement précis qui seraient un travail permanent, bâtir les politiques que nous pourrions contractualiser au nom des régions et de l'État, au-delà de la seule question du contrat de plan. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, il nous faut en effet simplifier notre dispositif et nos systèmes tels qu'ils ont été bâtis par la loi NOTRe. Quand on évoque la question de la réduction de la dépense publique, il y a d'abord cette question-là. On ne peut pas continuer, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, on ne peut pas continuer à avoir d'un côté l'État ayant des services déconcentrés qui se sont réduits comme peau de chagrin RGPP par RGPP,
de l'autre avoir des territoires qui ont souvent d'ailleurs pris des hommes et des femmes issus des services de l'État, bâti des services avec des niveaux de compétences qui valent largement ceux de l'État, et c'est un ancien fonctionnaire de l'État qui parle, ça ne peut plus marcher. Si on veut faire des économies sur la dépense publique, au nom de la confiance que j'évoque, on doit considérer que dès lors qu'on a transféré la compétence, on arrête d'avoir ce doublon entre services de l'État et services de la région. Et j'en profite pour dire à la Cour des comptes, qui en effet appelle à un nouveau train de décentralisation. Donc le rapport démontre qu'au bout du compte, on n'a probablement pas été si mauvais que cela, tout en ayant des transformations considérables à mener, notamment dans le cadre de la fusion des régions. J'en profite pour dire à la Cour des comptes qu'il n'y a pas une seule structure, publique ou privée, qui est capable de faire des économies l'année N de sa réorganisation, que si on me cite une entreprise du secteur privé qui a fait des économies l'année N de la fusion de deux grandes structures, je lui demande de me l'apporter. Ce que je sais en revanche, c'est qu'après des surcoûts liés notamment, par exemple, à l'harmonisation des régimes indemnitaires, eh bien, on est aujourd'hui en capacité de pouvoir procéder à un certain nombre de rationalisations et d'économies qui fait qu'au bout du compte, ce sera une affaire qui est gagnante. Les achats en fourniture sont moins chers. On en a souvent profité pour remettre l'ensemble de nos personnels aux 1607 heures auxquelles ils n'étaient pas toujours tous soumis. Et on a procédé à toute une série de réorganisations qui, au bout du compte, produira des économies. Mais il y a un effet retard qu'il faut souligner. Donc, cette réorganisation, ou du moins cet nouvel acte de décentralisation, c'est aussi un facteur d'économie pour l'ensemble de la collectivité nationale. C'est un facteur d'efficacité, comme je l'évoquais, et pour nous, les pistes, elles sont assez simples. Je vous les résume rapidement, puisque tout cela, vous le connaissez depuis plusieurs mois. Tout d'abord, sur l'économie, comme l'a dit Alain Rousset, il faut achever la décentralisation du soutien à l'économie, aux PME, aux ETI, à l'exportation. Quand la région de la Réunion crée un fonds de fonds pour améliorer les fonds propres des collectivités, comme quand la région Normandie rentre dans le capital d'entreprise, eh bien on le fait pour améliorer le haut de bilan et on est capable de le faire sur des délais de réaction qui sont sans commune mesure avec ce que seraient les arbitrages de l'État. Oui, comme d'ailleurs les travaux sont en cours avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il faut que les pôles de compétitivité soient en totalité transférés aux régions. Second sujet que nous avons évoqué avec Elisabeth Borne et ses secrétaires d'État, s'il y a bien un sujet, Monsieur le Premier ministre, où c'est un fatras absolument ahurissant, c'est bien les questions d'environnement et de développement durable. J'en profite pour vous conseiller, Monsieur le Premier ministre, si vous me permettez cela, c'est que l'État doit lui aussi procéder à une vaste clarification au sein de ces mêmes structures. Je l'ai souvent dit aux différents membres du gouvernement et aussi au chef de l'État, il serait bon que les agences qui s'occupent d'environnement ne soient pas en pilotage automatique et que l'État puisse reprendre la main sur des structures qui, aujourd'hui, bien souvent, font l'objet, donnent le sentiment d'être des structures extraterritoriales. Et c'est valable pour nous, comme c'est valable pour le préfet de région qui a bien du mal souvent à mettre la main sur des structures qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément sous contrôle. Mais au-delà de cette clarification au sein de l'État, il faut que nous puissions procéder à quelque chose de simple, en vertu d'un principe qui serait celui de la subsidiarité. Qu'est-ce qui doit être traité au niveau local pour qu'en matière d'environnement et de développement durable, on soit efficace, qu'on ne soit pas là en train de se dire « Ah oui, on va vous transférer tel ou tel bout », mais au contraire, de se dire « Prenons chaque sujet et à chaque fois, examinons-le en se disant comment ça va être géré le mieux, pour faire simple. Je ne suis pas convaincu que la biodiversité puisse être gérée à partir de bureaux parisiens. L'économie circulaire, si on veut bien considérer que c'est de l'économie,
que les régions ont les plans régionaux de déchets, que les régions sont en charge de l'économie. Ça aurait du sens que l'économie circulaire soit une compétence complètement régionale. Le service public de la rénovation énergétique, vaste fatras, là aussi. Avec, on se parle, comme il n'y a personne dans la salle, on se parle franchement, avec en plus des structures, Monsieur le Premier ministre, qui sont chargées de vendre vos produits et nos produits, et qui, lorsque vous franchissez le pas de la porte, vous expliquent que ce qui est fait, c'est mal foutu. Parce que c'est comme ça aussi que ça se passe. Et donc qu'il y ait un service public de la rénovation énergétique qui soit confié au territoire, avec une contractualisation, bien entendu, avec l'État, à partir d'objectifs communs, de politiques communes qui ont été déterminées, ça aurait du sens. Les MAEC, notre grand malheur est l'agriculture bio de l'arbitrage qui nous semble totalement contraire à la logique. Au moins, Monsieur le Premier ministre, dans les régions où un effort important a été effectué sur les budgets régionaux pour l'agriculture, et il y en a un certain nombre, au moins qu'on leur laisse la possibilité, je parle sous le contrôle de Loïc Néchérard qui en a fait des déclarations publiques il y a quelques semaines, qu'on laisse à ces régions le soin de gérer la totalité du second pilier de la PAC quand elles ont démontré un attachement et une volonté considérable de développer des politiques qui ont tellement besoin d'être adaptées, parce que, pardon, entre l'agriculture de Bretagne et l'agriculture d'Aquitaine, on n'est pas exactement sur les mêmes modèles et on voit bien qu'on a besoin de bâtir des systèmes qui sont co-construits avec les organisations professionnelles à partir de problématiques liées à nos propres histoires. Sur la formation, Monsieur le Premier ministre, troisième sujet, nous revendiquons, François Bonneau, Alain Rousset, moi-même et peut-être d'autres, qu'enfin on nous permette d'expérimenter la prise de contrôle sur le service public de l'emploi. Est-ce qu'un jour, on va nous donner cette chance de pouvoir donner une consigne à des collaborateurs de Pôle emploi sur de nouvelles méthodes pour s'adresser aux chômeurs dont nous avons la responsabilité pour la formation? Je veux dire, on ne demande pas de décentraliser Pôle emploi. On sait très bien que cette idée-là provoquerait de tels remous. Mais au moins qu'on nous donne l'autorité fonctionnelle pour être en capacité de faire en sorte que ceux qui financent les formations pour les demandeurs d'emploi soient en mesure de dire voilà comment on va traiter les choses. Comment on va faire en sorte que dans ce bassin d'emploi, on puisse aller chercher celles et ceux qui aujourd'hui sont si éloignés de l'emploi. Parce que moi, je ne peux pas me satisfaire, pour prendre un exemple normand, Monsieur le Premier ministre, que près d'un emploi sur deux dans le bassin de Val-de-Reuil soit un emploi qui vient de la région parisienne avec des gens qui font la navette tous les jours, parce que dans l'industrie pharmaceutique, les niveaux de qualification et de formation qui sont demandés ne permettent pas de pouvoir donner un boulot à celles et ceux qui sont à Val-de-Reuil ou à Louviers. Et donc on a besoin de bâtir des modèles dans lesquels on nous laisse le champ de pouvoir intervenir. Je prends 3 autres sujets pour terminer. Le premier, le sport. Les collectivités financent, les 3 communes, départements ou intercommunalités, départements et régions financent à peu près 80% du mouvement sportif. Je trouve que ce serait sain qu'on considère qu'il y a quelques sujets qui sont bien entendu totalement du domaine de l'État, la lutte contre le dopage, les très grandes structures comme l'INSEP, les sportifs de haut niveau qui vont participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, et qu'on considère que le reste soit totalement transféré aux collectivités, compte tenu, en vérité, de la très faible capacité d'action des administrations déconcentrées, compte tenu des volumes de crédit qui sont les leurs. Sur le champ de la culture, immenses sont les structures que nous cofinançons, ministère de la Culture
et régions et collectivités. Là aussi, on pourrait procéder à des toilettages qui ne seraient pas absolument inutiles. Alors je sais très bien quelle va être la réaction du ministère de la Culture, qu'on puisse confier à des incultes et à des ploucs que sont les élus locaux des champs de la culture sans qu'elles soient sous le contrôle de l'État, est en effet quelque chose qui est assez compliqué à penser. Mais en vertu de quoi les FRAC sont co-gérés entre l'État et les régions quand aujourd'hui ce sont les régions qui financent 70 ou 80% des FRAC. Pour prendre ce seul exemple. Mais il y a sur le champ culturel des schémas de contractualisation extrêmement compliqués. Monsieur le Premier ministre, je prends un seul exemple. La loi prévoit que l'enseignement artistique supérieur peut être confié aux collectivités. La Normandie en a fait la demande sous la houlette de Catherine Morin-Desailly il y a 2 ans. La ministre de l'époque, Madame Nyssen, est venue signer le document préparant ce travail. Mais c'est un tel déchirement pour l'administration centrale de considérer qu'on va laisser des territoires s'occuper de cette question-là que 2 ans plus tard, nous n'avons toujours pas conclu l'accord permettant de pouvoir le faire parce que les freins sont mis à tout cela. Mais je pense que sur le champ culturel, quand on a en tête que 70 à 75% des crédits accordés à la culture sont issus des collectivités, il y a là un champ où on pourrait largement simplifier les choses et régler un certain nombre de points. Et je termine par un point de détail, mais qui n'est pas autant un détail que cela, puisque Dominique l'a évoqué, que sont les gestionnaires des collèges et des lycées. D'abord, ce serait bien que les ministres en charge de ces questions n'évoquent pas, par exemple, des plans dont, en vérité, la mise en œuvre appartient totalement aux collectivités. On a eu cette conversation avec Jacqueline Gouraud, mais quand on dit on va favoriser les filières courtes ou le bio dans les lycées ou dans les collèges, d'abord, on n'a pas attendu le ministre pour pouvoir le faire, et deuxièmement, c'est nous qui le faisons parce que ce sont des structures qui sont sous notre compétence. Ce serait bien si on le faisait autrement, avec un ministre qui nous réunissait et qui disait comment on fait pour améliorer les choses, l'État est prêt à vous donner un coup de main. Mais sur les gestionnaires, il serait quand même cohérent que ces hommes et ces femmes dont l'essentiel de la responsabilité est de gérer nos crédits et de gérer nos personnels soient sous l'autorité des départements et des régions. Parce que quand moi je fais mon plan, je mange normand, pour que 80% des produits consommés dans mes cantines soient issus des filières courtes de Normandie, je constate que là où le gestionnaire et le patron de la restauration ont joué le jeu, on le fait, mais quand le gestionnaire a décidé de ne pas jouer le jeu, eh bien ça ne se fait pas. Et donc la logique, ce serait que ces gestionnaires soient transférés aux collectivités pour simplifier largement l'organisation et le fonctionnement au quotidien des collèges et des lycées. Je termine, Monsieur le Premier ministre, par un mot. Derrière tout ça, il y a là un socle, et puis il y a ce besoin absolu qui est celui d'aller vers une vraie différenciation. Ça ne va pas remettre en cause l'unité de la France. Ça ne va pas remettre en cause la place éminente de l'État dans l'imaginaire collectif du pays. Mais faisons en sorte qu'à chaque fois qu'un territoire veut prendre en main une compétence, veut aborder telle ou telle expérimentation, eh bien qu'on puisse le faire. Et derrière tout cela, ce que nous demandons à travers ce 3e acte de décentralisation, au-delà des problématiques que nous connaissons sur certains territoires, comme le statut de la Corse, eh bien que nous puissions avoir réellement des politiques différenciées territoire par territoire, parce qu'il y a à la fois des priorités politiques, des problématiques de territoire qui sont différentes, et cela, nous le demandons. Monsieur le Premier ministre, en fait, ce que nous demandons, c'est simplement ce qu'a décrit Fernand Braudel dans l'identité de la France. Braudel nous a enseigné quelque chose d'extrêmement simple, c'est que la construction de la France, c'est ce dialogue singulier entre cette aspiration à l'État et cette culture infinie de la diversité, de la culture infinie jusqu'à l'exaspération des territoires et de nos différences.
Eh bien, c'est ce chemin-là que nous voulons mener, ensemble, pas l'un contre l'autre. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas contre l'État. Nous voulons simplement que la France et les Français réussissent, c'est tout. Je vous remercie. Merci, Monsieur Morin.